Je venais de me réveiller et je me préparais pour la journée dans notre salle de bain qui est attenante à notre chambre. Depuis la porte, on a une vue complète sur notre lit où dormait mon fils de 5 ans. J'ai vu quelque chose de la taille d'un adulte passer devant la porte, dans la chambre sombre à une vitesse de marche normale. J'ai entrouvert la porte pour regarder, mais il n'y avait personne et mon enfant ronflait. Mon mari était censé être au travail depuis 2 heures déjà. J'ai vérifié les caméras de sécurité et n'ai rien vu d'autre que lui quittant l'appartement plus tôt. J'ai mis ça sur le compte de l'anxiété et du manque de sommeil, car je suis enceinte et j'ai du mal à dormir en ce moment. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait à un homme adulte fredonner, et cela n'a duré que quelques secondes. Impossible d'identifier l'air, je ne pouvais pas déterminer d'où cela venait, car nous dormons avec un ventilateur allumé à plein régime juste à l'extérieur de la porte, et j'avais aussi mis l'extracteur d'air. J'ai regardé à nouveau par la porte de la salle de bain, rien. Suis-je en train de devenir folle? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué à me laver le visage. La porte était entrouverte d'environ 2 à 3 cm et le miroir dans notre petite salle de bain couvre presque tout le mur, du comptoir jusqu'au plafond. Il est grand et on voit tout derrière soi et autour. La porte est à ma gauche, juste derrière moi, suffisamment proche pour qu'on puisse tendre le bras et me toucher l'épaule. Du coin de l'œil dans le miroir, j'ai soudainement vu quelque chose qui n'était pas là avant. Il y avait une main qui passait par l'ouverture de la porte et qui agrippait le cadre juste derrière moi. Elle ressemblait à une main d'adulte et elle était à hauteur de mes yeux. Je me suis figée, puis je me suis retournée, m'attendant à voir mon mari en train de me faire une blague parce que qui d'autre pouvait être là avec moi? Mais la main avait disparu, même dans le miroir. À cet instant, mon enfant a crié « Maman !» et j'ai ouvert brusquement la porte. Il n'y avait rien, juste un enfant terrifié, les yeux grands ouverts. Il ne me regardait pas. Il a dit « Qui c'était ? Qui ça, mon chéri ?» J'essayais de ne pas paraître effrayée. Il est resté figé un instant, fixant le vide, avant d'oublier complètement ce qu'il venait de se passer. « Maman, pourquoi tu as dit mon nom ?»« Je ne l'ai pas dit, mon cœur. »« Tu as entendu ton nom ?»« Tu as dit mon nom très fort et tu n'étais plus à côté de moi. J'étais dans la salle de bain et je ne crois pas l'avoir dit, mon chéri. Pourtant, ça ressemblait à toi. » J'ai vérifié les caméras, les fenêtres et les portes, chaque pièce et chaque placard, tremblant de peur tout du long. Rien. Je me sens plus en sécurité dans cet appartement que partout ailleurs où j'ai vécu. Même seule, malgré mon anxiété. Comme je l'ai dit, si ça n'avait concerné que moi, j'aurais mis ça sur le compte du manque de sommeil, des hallucinations ou de terreurs nocturnes que mon enfant n'a jamais eu d'ailleurs. Mais qu'avons-nous vu et entendu ? Cette maison appartient à ma famille depuis 40 ans. Et pendant tout ce temps, chaque personne qui a vécu, quasiment tous les membres de ma famille proche y ont séjourné à un moment donné, a connu des phénomènes paranormaux. Ça s'est produit en 2005, en Californie du Sud. Nous venions d'être expulsés de notre maison et nous nous sommes retrouvés chez ma grand-mère. Je n'y avais pas vécu depuis mes 4 ans, et pourtant me voilà, dormant au 2e étage avec ma mère et mes 2 frères. Nous avions quitté notre ancienne maison avec rien d'autre que des vêtements dans des sacs poubelles que nous avons alignés contre le mur pour avoir de la place pour dormir. Toute la pièce était vide, sans aucun meuble, pas même une tringle à rideaux pour les fenêtres. Il n'y avait que nous 4 et nos sacs poubelles. À l'origine, le 2e étage était un grenier avant d'être transformé en chambre. Il s'étendait sur toute la longueur de la maison et formait une grande pièce avec 2 petits placards de rangement qui me mettaient toujours mal à l'aise et un placard plus grand à une extrémité de la pièce. Il faisait sombre et mes frères dormaient à l'opposé de la pièce, loin de moi et de ma mère. J'avais du mal à dormir et je me souviens qu'il y avait une tempête dehors avec des éclairs qui illuminaient brièvement la chambre. Il y avait une grande fenêtre orientée à l'ouest et une plus petite tournée vers le nord. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil et j'avais une sensation étrange, comme si quelque chose avait changé dans l'air. J'avais déjà vu des choses étranges dans cette maison auparavant, mais j'essayais de mettre mon malaise sur le compte du stress et de la fatigue. J'ai balayé la pièce du regard pour m'assurer que nous étions seuls. Tout semblait normal, alors je me suis recouchée et j'ai fermé les yeux.
À cette époque, nous n'avions pas de téléphone portable comme aujourd'hui, et de toute façon, nous étions trop pauvres pour en avoir, donc je n'avais aucune distraction. Pourtant, cette sensation désagréable persistait. J'ai rouvert les yeux et j'ai commencé à fixer le mur en face de moi, allongé sur le côté, le dos contre le mur opposé. C'est là que j'ai remarqué un sac poubelle noir. Il semblait plus gros que les autres, comme s'il était différent d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'un éclair a illuminé la pièce, j'ai vu que ce sac était d'un noir intense, sans aucun reflet brillant comme les autres sacs. À cet instant, j'ai été pris de terreur. Quel genre de sac poubelle était-ce? Personne n'avait pris de sac de sport. Nous avions simplement fourré nos affaires dans de grands sacs noirs. Mon cœur s'est mis à battre très fort alors que j'observais ce sac bouger légèrement, comme si en réalité quelque chose se tenait là, accroupi contre le mur, essayant de se faire tout petit. La seule façon de le décrire, c'est comme une silhouette enveloppée d'une matière d'un noir profond. Je me suis plaqué contre le mur aussi fort que possible et je n'ai pas détourné le regard. J'ai envisagé de crier pour réveiller tout le monde, mais la chose a bougé à nouveau. J'ai fait ce que ma grand-mère m'avait toujours conseillé quand j'avais peur. J'ai récité le Notre Père en espagnol dans ma tête, comme elle m'avait appris à le faire. C'est alors que la chose a commencé à tourner lentement la tête, comme si elle savait que je l'avais repérée. Il est impossible de décrire son visage avec des mots. Sa peau était sombre et son nez était tordu et difforme. Le blanc de ses yeux ressortait de manière anormalement hideuse alors qu'il me regardait du coin de l'œil. J'ai poussé un cri de surprise et j'ai essayé de réveiller ma mère pour ne pas affronter cette chose seule. Ma mère agacée s'est levée et a allumé la lumière. Il n'y avait rien d'autre que nos sacs poubelles. Elle m'a dit d'arrêter de faire l'enfant et de la laisser dormir. J'ai insisté pour qu'elle laisse une lumière du placard allumée et je me suis collé à elle, terrifiée, ce qui est embarrassant sachant que j'avais 14 ans. Cette créature ne s'est plus jamais montrée à moi, mais son visage hante encore mes cauchemars. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le stress du déménagement et du chaos de ma vie à l'époque, jusqu'à ce que mes frères et moi évoquions nos expériences dans cette maison. Quand j'ai raconté mon histoire, ma sœur m'a interrompu et s'est écriée « Tu l'as vu aussi ?» Mon frère a ajouté qu'il avait vécu quasiment la même chose, mais qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'un tas de vêtements. Ma sœur l'avait aperçu une fois sous forme d'une ombre accroupie lorsqu'elle vivait seule à l'étage. Après ça, elle avait dormi avec la lumière allumée pendant des semaines. Nous avions tous eu la même chose à des moments différents et nous l'avons tous décrite de la même manière. Une créature accroupie avec une peau sombre et un long nez tordu. Je pense que c'était quelque chose de très profondément malveillant. Il y a quelque chose de mauvais dans cette maison et cette nuit-là, il s'est montré à moi. Mais heureusement, je n'ai plus jamais revu cette chose et j'espère ne jamais la revoir. Je n'arrive pas à trouver une explication raisonnable à ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était une expérience étrange et inquiétante. Tout ça s'est déroulé il y a quelques mois. Mon ami avait entendu dire que les aurores boréales pourraient être visibles dans notre région et m'a proposé de faire un tour en voiture à la campagne pour essayer d'en apercevoir. Nous avons donc pris la route après la tombée de la nuit, nous éloignant de la ville et traversant la campagne, tout en scrutant le ciel pour trouver un bon point d'observation où voir les étoiles et les lumières. Mais après plusieurs heures sans succès, nous avons commencé à abandonner l'idée de voir les aurores boréales. Alors que nous discutons de ce que nous devrions faire ensuite, mon amie a remarqué que nous étions proches de sa ville natale et m'a rappelé qu'elle voulait visiter le cimetière local pour retrouver les tombes de certains de ses ancêtres éloignés. Elle faisait récemment des recherches généalogiques. La nuit était claire et douce et nous étions tous les deux un peu déçus de ne pas avoir vu les lumières. Nous voulions rendre notre sortie un peu plus intéressante, alors nous avons décidé de faire un détour par le cimetière. Nous nous sommes engagés sur un chemin de terre adjacent au cimetière et avons marché jusqu'à trouver les bonnes tombes. Elle a pris quelques photos et nous avons décidé de nous promener un peu. Mon ami nous guidait avec la lampe de son téléphone, éclairant le chemin pour éviter que nous ne marchions sur une tombe par accident. Depuis notre arrivée, je ressentais une anxiété croissante, ce qui m'a surpris, car je ne ressens généralement pas d'appréhension dans les cimetières, même de nuit. En tant qu'archéologue, j'ai déjà travaillé sur plusieurs projets de sériation de tombes, et je trouve habituellement ces lieux paisibles et apaisants.
Pourtant, ce cimetière-là me mettait mal à l'aise, au point que je me retournais constamment, avec la sensation que quelqu'un était derrière moi. J'ai mis ça sur le compte de mon anxiété et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais avec un trouble anxieux, il est parfois difficile de savoir si la peur est justifiée ou non. Même en y repensant, je ne sais toujours pas si mon inquiétude était juste une impression ou si elle était liée à ce qui s'est produit ensuite. Après un moment, nous avons réalisé qu'il était presque 1h du matin et qu'il était temps de rentrer. Nous avons donc rebroussé chemin vers la voiture. Mon ami marchait quelques mètres devant moi et nous pouvions voir la voiture lorsque c'est arrivé. Une nouvelle vague d'anxiété m'a envahi et j'ai cru entendre quelqu'un courir derrière moi. J'ai commencé à tourner la tête quand soudain, quelque chose a percuté mon dos, juste entre mes omoplates. L'impact était violent, comme si une personne s'était jetée sur moi avec force. J'ai été propulsé en avant et suis tombé face contre terre. En essayant de me relever, j'ai senti un poids écraser mes épaules avant d'être à nouveau plaqué au sol. En levant les yeux, j'ai vu mon amie courir vers moi. Elle avait aussi entendu quelqu'un courir derrière nous. Elle avait entendu ma chute et s'était retournée juste à temps pour voir mon sweat plaqué contre mon dos, comme si quelqu'un appuyait ses mains sur mes épaules. Elle m'a attrapé par le bras pour me relever et dès qu'elle a fait ça, le poids a disparu. Nous avons couru jusqu'à la voiture, avons sauté dedans et verrouillé les portes instinctivement. Elle n'a pas perdu une seconde, elle a démarré le moteur et a quitté l'allée en trombe. Dès que nous avons atteint la route principale, nous avons accéléré pour fuir aussi vite que possible. Nous avons roulé plusieurs minutes sans dire un mot. Je crois que nous étions tous les deux sous le choc, mais surtout déconcertés. Finalement, elle a tourné la tête vers moi et a demandé « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit que quelqu'un m'avait plaqué au sol et elle a répondu « Je sais, je l'ai vu, mais c'était quoi? Il n'y avait personne. » Nous avons essayé de trouver une explication rationnelle, mais aucune ne faisait sens. Quelqu'un nous a attaqués avant de s'enfuir? Impossible, nous l'aurions vu. J'ai trébuché? Non, j'ai clairement senti une force qui me poussait, et mon ami a vu que j'étais projeté. Le vent? Pas possible. Il n'y avait pas une seule brise cette nuit-là, et si un vent puissant s'était levé, mon ami l'aurait ressenti aussi. Un animal? Peu probable. Aucun animal local n'est assez grand, fort et furtif pour renverser un humain sans être vu. J'étais parfaitement dans le champ de vision de mon ami, sous sa lampe torche, et pourtant il n'y avait rien. Nous n'avons tout simplement pas pu expliquer ce qui s'était passé. Quelle que soit la chose qui m'avait poussé, elle n'était pas visible à nos yeux. Alors que l'adrénaline retombait, j'ai remarqué autre chose. Mon dos me faisait mal. Juste entre mes omoplates, à l'endroit où j'avais ressenti l'impact, j'avais une sensation de picotement et de brûlure. J'en ai parlé à mon amie, qui a insisté pour s'arrêter sur le côté de la route afin de regarder mon dos. Elle a allumé la lampe intérieure de la voiture et a baissé le col de mon sweat. J'ai entendu son murmure. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Elle a pris une photo de mon dos et me l'a montrée. La peau entre mes omoplates était rouge et plusieurs petites cloques avaient commencé à apparaître. Dans les jours qui ont suivi, les cloques ont gonflé puis éclaté, comme si j'avais eu un coup de soleil ou une brûlure chimique. Il n'y avait aucune égratignure, aucune coupure, pas de plaie ouverte ni de sang. La marque était relativement discrète, mais bien visible. Et cela nous a complètement déconcertés. Nous étions incapables d'expliquer comment j'avais pu être brûlé. Je n'avais frotté mon dos contre rien, je ne l'avais même pas touché. J'avais porté mon sweat toute la soirée et pourtant il n'y avait aucune déchirure ni marque sur le tissu. Et cette brûlure faisait mal, elle m'a brûlé pendant plusieurs jours. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, mon dos me faisait souffrir. À chaque fois que j'essayais de m'endormir, je ressentais soudainement la peur qu'une présence soit juste derrière moi. Il y a environ 10 ans, j'étais dans mon premier appartement avec Brandon, l'un de mes meilleurs amis d'enfance, dans la petite ville où nous avons grandi. Environ 1000 habitants, un magasin, un bar, pas de feu de circulation. Brandon travaillait de 14h à 23h dans un Walmart de Portland, Oregon, et ne rentrait chez nous qu'à 1h du matin, tandis que moi, j'arrivais généralement vers 21h. Ce soir-là, je suis parti faire de la moto avec un autre ami, Corey, et nous ne sommes rentrés que vers 2h du matin. Avant de partir, j'avais verrouillé la porte, chose que je ne fais jamais quand je suis à la maison, et j'avais éteint toutes les lumières. Alors, quand je suis rentré, je tombe sur la porte verrouillée.
J'étais un peu énervée car je m'attendais à ce qu'elle soit déverrouillée, vu que Brandon était censé être là. Je commence à frapper sur la porte avec un peu plus de force et Brandon me répond sans ouvrir. « Qui est-ce » Je réponds un peu agacée. « C'est moi, mec. Qui d'autre ça pourrait être ?» La porte s'ouvre lentement et Brandon ne dit rien, comme s'il essayait de vérifier si c'était vraiment moi. Avant même de rentrer, je croise son regard. Il a les larmes aux yeux, il tremble. Je pense d'abord que quelque chose est arrivé à ses parents, alors je lui demande « Mec, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va bien ?» Il me répond d'une voix tremblante, comme s'il avait 2 grenouilles coincées dans la gorge. « Comment ça se fait que tu ne sois pas à l'étage ?» Je lui lance un regard perplexe. « De quoi tu parles, mec? J'étais avec Cory depuis que j'ai fini le boulot, et je viens juste de rentrer. Tu n'as pas entendu la moto arriver ?» Il m'ignore complètement et me demande « Tu veux dire que tu n'étais pas là ces 2 dernières heures ?» À ce stade, il savait déjà que des choses étranges se passaient dans cet appartement, car je lui avais raconté mes expériences bizarres. La télécommande qui tremblait sur la table sans raison, des bruits de pas tous les soirs à 23h précises, bref, il savait que celui n'était pas normal. Mais là, je répète, non mec, je n'étais pas là depuis au moins 3 heures. Je n'oublierai jamais son visage après avoir entendu ça. Toute couleur a disparu de son teint, les larmes coulaient sur ses joues, et il est resté bouche bée avant qu'il ne couvre sa bouche avec ses mains encore tremblantes. J'ai compris immédiatement qu'il avait vu quelque chose. Je l'ai attrapé par les épaules et je l'ai secoué. « Brandon, qu'est-ce que tu as vu ?» Et voici ce qu'il m'a raconté. Son père l'a déposé vers 1h30 du matin. Les lumières étaient éteintes, la porte fermée, donc il a pensé que j'étais sortie. Il est monté dans sa chambre pour se changer, puis il a entendu quelque chose frapper le mur de ma chambre. Il est allé voir si j'étais là, allongée dans mon lit. Il a ouvert la porte et les lumières étaient éteintes, mais grâce à la lumière de la rue, il a vu quelque chose qui me ressemblait, couché sur le côté, face à lui. Il a ri, il a demandé « Tu as encore frappé la tête contre le mur en dormant ?» Je faisais ça souvent. J'ai répondu « Ouais ». Alors il m'a demandé « Tu vas dormir ?» Et j'ai répondu « Ouais, encore une fois ». Il a dit « Bonne nuit mec, à demain ». Et j'ai répondu « Bonne nuit ». Il a fermé la porte et il est descendu pour regarder la télé. Et là, 10 minutes plus tard, il m'entend frapper à la porte d'entrée. Quand il m'a raconté ça, j'étais terrifiée et j'ai couru dans ma chambre pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Mon lit était fait, rien n'avait bougé. Ce soir-là, j'ai dormi en bas. Je souffre de paralysie du sommeil depuis mon adolescence. À présent, je connais bien la routine, le corps figé, le poids sur la poitrine, cette impression oppressante de ne pas être seule. Mais il s'est passé quelque chose il y a environ 2 ans qui me dérange encore chaque fois que j'y repense. Tout a commencé comme d'habitude. J'étais endormie, puis j'ai soudainement pris conscience que je ne pouvais plus bouger. J'étais allongée sur le côté, tournée vers l'autre extrémité de la pièce, le dos face au reste du lit. Mais je savais que quelque chose était à côté de moi. Je pouvais le sentir, puis je l'ai vu. Une silhouette grande, fine et totalement noire se tenait juste à côté de moi. Pas de visage, pas d'yeux lumineux, juste un vide prenant la forme d'une personne étrangement allongée, encore plus sombre que l'obscurité de la pièce. Les rideaux étaient légèrement entr'ouverts, laissant passer une faible lueur naturelle venant de l'extérieur. Mais d'une façon inexplicable, cela rendait la silhouette encore plus visible, comme si l'absence de lumière avait pris une forme et un poids. Puis elle a commencé à parler. La voix était grave, lourde et rapide. La langue, impossible de la décrire. Je n'avais jamais entendu quelque chose de semblable. Ce n'était pas du charabia, c'était fluide, intentionnel. Il y avait un rythme. Les sons étaient rudes, appuyés, presque électriques, comme si les mots étaient chargés d'une énergie qui vibrait dans l'air autour de moi. J'avais l'impression que cette chose me donnait des instructions. Mais sur quoi? Aucune idée. J'étais paralysée. Comme c'est typique dans ces épisodes, je ne pouvais pas bouger d'un centimètre. Impossible même de murmurer un cri. Pourtant, malgré la peur, et j'étais absolument terrifiée, l'émotion la plus forte qui me traversait était la rage. Une fureur pure. Je voulais l'attaquer, la blesser, ce qui est étrange car d'habitude, lors de mes paralysies du sommeil, je ressens uniquement de la peur ou de la confusion. Cette fois, j'étais prêt à me battre pour ma vie. La silhouette continuait de parler, rapidement, déterminée, profonde, jusqu'à ce que, soudain, j'entende une voix claire dans ma tête. Pas dans la même langue que la créature, une autre, humaine, neutre,
autoritaire, presque comme une narration. Et maintenant, tu peux te réveiller. Et juste comme ça, j'ai sursauté en me réveillant, trempé de sueur, le cœur battant à toute vitesse, comme si j'avais couru 1 kilomètre. La pièce était vide, silencieuse. J'étais seule. J'ai vécu d'autres épisodes de paralysie du sommeil. J'ai vu d'autres silhouettes noires, parfois grandes, parfois petites. Une fois, j'ai même eu la sensation de voler vers le plafond pour me réveiller juste avant l'impact. Et j'ai été diagnostiquée avec quelque chose appelé syndrome de la tête explosive, où je passe directement d'un rêve à un état de paralysie du sommeil avec une vibration intense et douloureuse, comme si mon crâne allait éclater. La douleur est si forte que je suis convaincue que je vais mourir, jusqu'à ce que je me réveille brusquement, avec des fourmillements partout, et que la douleur disparaisse, comme si elle n'avait jamais existé. Je ne dis pas que ce n'était pas de la paralysie du sommeil, cela en avait tous les signes, mais cette expérience était vraiment étrange. La voix, la langue, ce message bizarre. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable, et depuis cet événement, rien de similaire ne s'est reproduit. J'avais environ 7 ans et ma mère nous avait emmenés à 1 heure de route de chez nous pour rendre visite à ma tante et mon oncle qui vivaient dans une ville appelée Sandbach en Angleterre. Personnellement, Sandbach me procure une sensation étrange, comme une ville trop parfaite, trop artificielle, mais ça vient peut-être de mon expérience là-bas. Nous étions 3, ma mère, ma sœur de 9 ans et moi. Ma sœur et moi sommes adoptés, mais je ne pense pas que ce soit réellement pertinent ici. Je me souviens très bien de ce jour, car mon père était décédé quelques mois plus tôt et c'était la première vraie sortie depuis sa mort. Une fois arrivée à la maison, ma tante s'agitait parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant et qu'elle n'était pas particulièrement à l'aise avec eux. Mon oncle, John, semblait plus amusant, du moins c'est ce que je croyais. C'était un homme étrange, souffrant sévèrement de troubles obsessionnels compulsifs, ce qui finirait par provoquer le divorce entre lui et ma tante. John nous a emmenés, ma sœur Lara et moi, jouer dans le jardin. En y repensant, je suppose qu'il voulait éviter que nous mettions le bazar à l'intérieur. Il a commencé un jeu avec nous, qu'il appelait Monsieur Loup. Le principe était le suivant. Il fallait avancer discrètement jusqu'au bout du jardin et jeter un œil derrière le cabanon pour y trouver Monsieur Loup. Il souriait et ça avait l'air amusant. J'étais enthousiaste et leur jardin était magnifique et parfaitement entretenu. Je me souviens m'être avancé doucement en riant, puis d'avoir regardé derrière le cabanon. Et cette image est gravée dans mon esprit comme une brûlure au fer rouge. Derrière le cabanon se tenait un immense loup, mais ce n'était pas vraiment un loup. Il était grand comme un homme adulte, couvert d'une fourrure brun-gris. Il avait un museau long et effrayant, des yeux jaunes horribles, et il me regardait droit dans les yeux. Il avait aussi une queue sale et emmêlée. Je me suis figé de peur, incapable de bouger. Il était plaqué contre le mur du cabanon. Je ne sais pas où était ma sœur, mais je crois qu'elle était dans le jardin aussi. Il fallait faire le jeu à tour de rôle, je crois. Alors je le fixais. Il a lentement levé une main et mis un doigt sur son museau pour me demander de me taire. Je me souviens distinctement qu'il avait des doigts, pas des pattes couvertes de fourrure. Sa fourrure semblait sale et emmêlée, puis il a commencé à sourire, dévoilant d'effroyables longs dents. J'ai détalé en courant aussi vite que possible, mais mon oncle n'était plus dans le jardin. Je suis allé raconter l'histoire à ma mère, bouleversée, en la suppliant de venir voir. Elle a regardé derrière le cabanon, mais il n'y avait rien. Mon oncle était de retour et a déclaré que c'était juste un jeu, qu'il n'y avait pas réellement de loup. Puis il a changé de version et a affirmé que Monsieur Loup devait être reparti dans la forêt. Je sais que les enfants ont une imagination débordante, mais je sais aussi ce que j'ai vu ce jour-là, car j'ai été paralysée de terreur. Je n'arrivais plus à bouger. J'ai demandé à ma sœur si elle avait vu le loup quand elle avait regardé derrière le cabanon. Elle m'a répondu que oui, que c'était terrifiant et qu'elle ne voulait plus jamais revenir ici. Ce souvenir m'a toujours hanté, car ce jour est gravé dans mon esprit avec une clarté absolue. Après ça, Lara et moi sommes allés jouer dans un parc voisin de l'autre côté de la rue, car nous ne voulions plus rester près de la maison. Un souvenir plus flou quelques mois plus tard est celui d'une rare visite de ma tante et de mon oncle. Je me souviens qu'ils avaient inventé un jeu où Lara et moi devions voir qui pouvait ranger notre chambre le plus proprement. Avec le recul, c'est peut-être dû à son toc, mais je me souviens avoir été très perturbée quand il venait me rendre visite. Un détail insignifiant, mais je m'en rappelle parfaitement. Il m'a renvoyé dans ma chambre sous prétexte que j'avais oublié de ranger un jouet.
C'était un minuscule dalmatien en plastique, comme une figurine de Polly Pocket. Aujourd'hui encore, ce souvenir me donne une sensation de malaise profond. Le visage et la silhouette du loup sont encore parfaitement nets dans mon esprit. Était-ce mon imagination ou quelque chose de bien réel ? Mon nom est Rick et je suis un ancien chauffeur de camion. Cet événement s'est produit quand j'avais environ 30 ans et aujourd'hui j'en ai 62. Pendant toutes mes années sur la route, j'ai vu des choses étranges. J'ai raconté cette histoire encore et beaucoup de gens ne me croient pas. Tout a commencé à Scranton, Californie, où j'ai chargé des tuyaux à destination de Salt Lake City. Je devais faire le plein à Burstow, Californie, mais à mon arrivée, le relais routier n'avait plus de carburant. J'ai alors prévenu mon superviseur. J'ai seulement la moitié du réservoir. Il m'a dit de continuer et de m'arrêter au premier relais routier que je croiserais. Alors, 150 km plus loin, au milieu du désert du Nevada, je ne voyais rien d'autre que du sable et quelques villes faiblement éclairées. Puis j'ai remarqué que ma jauge de carburant indiquait réservoir vide, ce qui n'était pas normal. J'ai pris la première sortie que j'ai vue et je me suis arrêté. Mon superviseur était à 1 heure derrière moi sur la route et j'avais peur de continuer et de tomber en panne sèche. Il m'a dit d'attendre qu'il arrive et qu'on pourrait transférer un peu de carburant de son camion vers le mien. Donc j'ai patienté, observant ce petit village faiblement éclairé. Sans moteur, je n'avais ni radio ni distraction. Écoutez-moi bien, je ne prends pas de substance, je n'ai rien inventé. Autour de moi, je voyais des chantiers abandonnés, un mobil-home totalement plongé dans l'obscurité et une église à une rue de là où les lumières étaient allumées. Il était 2 heures du matin. Puis j'ai vu un lièvre sauter autour de mon camion. Il semblait me regarder fixement, puis continuer à sauter. J'avais faim et j'ai repéré une supérette à une autre rue de l'église. Je suis descendu du camion et j'ai marché vers le magasin. En avançant, j'ai entendu un chien hurler comme s'il souffrait. En passant devant l'église, j'ai vu que les portes étaient grandes ouvertes et j'ai entendu des applaudissements, comme si un culte avait lieu. Je jette un coup d'œil à l'intérieur, il n'y a personne, sauf un vieil homme maigre qui lit la Bible. Je n'ai pas traîné et ai poursuivi mon chemin, puis j'ai de nouveau entendu des applaudissements. À ce moment-là, le chien s'est remis à hurler. J'ai remarqué que la rue montait et qu'il y avait plein de maisons abandonnées, mais la lumière du magasin était toujours allumée. En entrant dans la supérette, une vieille dame lisait un livre, sans jamais lever les yeux. Le magasin était presque vide, quelques boîtes de conserve, des chips et uniquement de l'eau dans le frigo. Je lui ai demandé « C'est tout ce que vous avez ? Où sont les habitants ?» Elle m'a répondu que tout le monde avait déménagé et que de nouveaux travaux auraient dû commencer 6 mois auparavant. Puis elle s'est tue, j'ai payé, suis sorti et j'ai marché vers mon camion. Le chien hurlait encore, alors j'ai décidé d'aller voir pourquoi. En montant la rue, j'ai vu une maison avec les lumières allumées et une barrière d'1,50 m. En regardant par-dessus, j'ai été choqué. Il y avait un homme en sous-vêtements à 4 pattes, une chaîne autour du cou, hurlant comme un chien. Puis un autre homme a surgi de la maison, a donné un coup de pied à l'homme enchaîné en criant « Tais-toi !» L'homme a couru dans une niche comme un chien. Terrifié, j'ai couru vers mon camion. En passant devant l'église, les portes étaient encore ouvertes, et les lumières étaient maintenant éteintes. Pourtant, j'entendais encore les applaudissements. Enfin, je suis arrivé au camion et j'ai appelé mon superviseur, lui racontant tout ce que j'avais vu. Il m'a dit « Attends, je suis bientôt là ». Mais il s'est rendu compte qu'il avait dépassé la sortie où j'étais. Il a dû faire demi-tour pour venir me chercher. Alors que j'attendais, le lièvre sautait encore autour du camion. Il s'est arrêté et m'a regardé fixement. J'ai immédiatement remonté la vitre et attendu mon superviseur, qui est arrivé 5 minutes plus tard. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, il a éclaté de rire et m'a dit « T'as bu ou quoi ?» Je n'ai pas dormi jusqu'à notre arrivée à Salt Lake City. Croyez-moi ou non, je vous jure que tout cela est arrivé. Nous vivions dans une grande vieille maison militaire au milieu d'une magnifique forêt à des kilomètres de toute habitation.
La nuit, il faisait très sombre et silencieux. Aucun trafic ne passait à proximité. La maison avait une double porte reliant la salle à manger au salon. Nous avions un énorme vieux chat, Tom, et avons adopté un lévrier, Dave. Tom savait se défendre, mais comme Dave avait un fort instinct de chasse, nous avons pris soin de ne jamais les laisser seuls dans la même pièce avant qu'ils ne s'habituent l'un à l'autre. Tom avait donc le contrôle de la cuisine et de la salle à manger et nous gardions les portes du salon fermées. Tom a vite compris que s'il grattait 3 fois contre les portes et les cognait avec sa tête, quelqu'un finirait par lui ouvrir et il pourrait entrer pour narguer le lévrier. Ces vieilles portes lourdes pouvaient même trembler sous les coups de tête de Tom, car c'était un gros chat. Quelques mois plus tard, à un âge très avancé, Tom est mort et nous l'avons enterré dans le jardin qu'il adorait tant. J'étais dévastée et je ne dormais plus. Une nuit, alors que je regardais la télévision, Dave était allongé à côté de moi. Il était très tard et je tiens à préciser que je suis quelqu'un de rationnel et de pragmatique. J'étais pleinement éveillé, concentré sur l'écran, quand j'ai entendu 3 grattements contre la double porte, exactement comme Tom le faisait pour nous demander d'entrer dans la pièce. Les poils sur ma nuque se sont dressés, mais j'ai pensé que j'avais mal entendu, jusqu'à ce que cela recommence. Ensuite, les portes ont bougé, comme si quelqu'un poussait de l'autre côté. Ça s'est répété plusieurs fois. Les portes tremblaient tellement que j'ai cru qu'elles allaient s'ouvrir violemment d'un instant à l'autre. Mon chien Dave, assis à côté de moi, fixait intensément les portes. Finalement, j'ai fui à l'étage, avec lui juste derrière moi, et je me suis allongé sur le lit en tremblant. Le lendemain matin, mon mari, officier de l'armée britannique, pas du tout du genre à croire à des histoires étranges, était déjà en bas, en train d'examiner les portes. D'une voix tremblante, je lui ai demandé « Pourquoi tu fais ça ?» L'air complètement effrayé, il m'a dit « Oh mon Dieu, tu l'as entendu aussi ?» Apparemment, ça se produisait depuis la mort de Tom, il venait juste de le voir à son tour. Nous avons tout inspecté, avons tapé et marché lourdement à l'étage pour voir si ça pouvait faire bouger les portes, avons cherché toutes les explications possibles, mais rien ne tenait debout. Nous nous sommes réconfortés en nous disant « C'est juste Tom, nous l'aimions ». Mais après cet événement, nous avons laissé les portes ouvertes en permanence. Ainsi, il n'avait plus besoin de gratter pour entrer. Il y a quelques années, je rentrais tard chez moi, il faisait déjà nuit. J'habite dans un complexe de 30 appartements avec un parking devant le bâtiment. Ce parking est faiblement éclairé et certains endroits sont plongés dans l'obscurité. Je déteste ça, donc j'étais soulagée d'avoir trouvé une place de parking dans une zone où l'on pouvait au moins voir le sol pavé. Je suis sortie de ma voiture et j'ai commencé à marcher quand j'ai aperçu une grande silhouette noire au sol. Je me suis arrêtée immédiatement, pensant qu'il s'agissait d'un grand berger allemand noir simplement allongé là. Voir des animaux dans le parking, ce n'est pas totalement inhabituel. Il y a beaucoup de chats qui errent dans la résidence et quelques chiens qui vivent dans les appartements. D'ailleurs, nous avons un chien, mais il ne sort jamais sans laisse. J'ai pris une grande inspiration et j'ai observé le chien, mais lorsque j'ai essayé de distinguer ses détails, l'ombre a disparu. Je me suis dit peut-être qu'il s'est levé et s'est caché dans les buissons autour du parking. J'ai haussé les épaules, mais une question me trottait dans la tête. À qui appartenait ce chien ? J'étais persuadée de connaître tous les animaux vivant dans la résidence, donc j'ai décidé de demander au gardien. Le lendemain, alors que le gardien nettoyait les escaliers, je lui ai posé la question sur le berger allemand noir et sur d'éventuels nouveaux locataires. Il m'a regardé perplexe, a réfléchi un instant, puis a dit « Le seul berger allemand noir dont je me souvienne vivait dans les jardins familiaux en face de la rue. Un grand chien amical qui venait souvent ici pour prendre un bain de soleil au milieu du parking. » Je lui ai répondu « C'est étrange de voir un chien courir librement la nuit. » Ce à quoi il m'a répondu « Il ne venait jamais la nuit. En fait, il ne reviendra jamais. On a dû l'euthanasier il y a 5 ans. » Je l'ai remercié, puis je suis rentré à l'appartement, où je me suis assis sous le choc. Avais-je vraiment vu le fantôme d'un chien noir qui aimait tellement cet endroit qu'il est resté encore après sa mort ? Je dois avouer que je n'ai jamais ressenti de peur, ce qui n'est pas rare lorsqu'il s'agit de fantômes de chiens. Il n'avait pas les yeux rouges, ni une présence menaçante ou sombre. Et puis voilà que ma femme m'a raconté une expérience similaire.
Nous étions rentrés tard encore une fois, après une répétition de chorale. Comme elle a des difficultés de mobilité, je l'ai laissée sortir de la voiture près de l'entrée, pendant que je cherchais une place. Elle m'a expliqué qu'elle a vu un grand chien noir marcher à travers le parking. Il l'a remarqué, l'a regardé un instant, et elle a vu son nez frémir, comme s'il essayait de déterminer si elle était une menace ou non, puis il a continué son chemin, jusqu'à disparaître dans les buissons. Elle m'a dit qu'elle trouvait étrange qu'un chien aussi grand soit en liberté sans surveillance, mais tant qu'il n'attaquait personne, elle pensait que ce n'était pas un problème. Ce n'est que lorsque je lui ai raconté ce que le gardien m'avait dit, qu'elle a réalisé que nous avions vu la même chose. Un grand berger allemand noir qui apparemment ne voulait pas quitter son endroit préféré. Mon père était quelque peu sceptique en matière de paranormal. Pourtant, parmi les rares histoires qu'il racontait sur son enfance, celle-ci était particulièrement détaillée. Il est né au Cambodge et vers l'âge de 14 ans, il a découvert la guerre. Comme l'expliquent mes grands-parents et mes parents, les Khmers rouges étaient impitoyables. Les familles étaient souvent séparées et sachant ce qui allait arriver, ses parents ont compris qu'ils devaient l'éloigner. Une nuit, ils ont été réveillés brutalement par des soldats Khmers rouges, essayant de forcer l'entrée de la maison. Mon père entendait ses parents lui crier de fuir pour ne pas voir ce qui allait arriver s'il restait plus longtemps. Il m'a dit que c'était la décision la plus difficile qu'il ait eu à prendre dans sa vie, mais il l'a fait. Il a couru à travers la forêt dense du Cambodge en direction de la Thaïlande. À mi-chemin entre le Cambodge et la Thaïlande, quelques moines l'ont aperçu et lui ont demandé où il allait seul à cette heure de la nuit. Mon père, qui comprenait le thaï, leur a raconté sa situation. Ils ont décidé de l'accompagner, de lui offrir un refuge et le nourrir. Comme on peut l'imaginer, la forêt était dense et les bruits des tirs résonnaient dans tout le paysage. Les moines s'arrêtaient de temps en temps pour prier, car des corps étaient dispersés dans la forêt. Mon père était terrifié, comme n'importe quel enfant dans cette situation l'aurait été. Alors qu'ils avançaient péniblement, le soleil peinait à percer à travers la forêt. Mon père a alors entendu une voix féminine dans l'obscurité totale. Il a levé les yeux vers les moines qui avaient aussi entendu et qui avaient aussitôt commencé à prier. Mon père s'est placé au milieu des moines par précaution, au cas où quelque chose arriverait. Et c'est là que l'expérience devient difficile à expliquer. Alors que les moines chantaient et priaient, ils ont remarqué du mouvement au-dessus d'eux. Les arbres se sont mis à trembler et mon père m'a raconté qu'il a vu une silhouette avec d'immenses cheveux noirs. Les moines ont continué à chanter et ils ont dit à mon père de ne pas lui prêter attention. Ils lui ont ordonné de prier avec eux, alors il a obéi. Plus ils chantaient, plus les arbres tremblaient autour d'eux. À ce moment-là, les moines ont dit à mon père de courir aussi vite qu'il pouvait, car la frontière thaïlandaise était juste devant. Mon père n'a pas hésité une seconde. Alors qu'il courait, il sentait quelque chose qui le poursuivait. Il avait l'impression que cette présence était juste derrière lui, mais qu'elle n'arrivait pas à l'atteindre. Il a ignoré la douleur dans ses pieds et a continué à courir. Après une éternité, il a enfin vu la lumière du soleil et a franchi les derniers mètres pour sortir de la forêt. Derrière lui, la chose a cessé de le suivre. Il s'est retourné et a vu les moines sortir de la forêt. Il m'a raconté, ils avaient l'air de combattre quelqu'un ou quelque chose. Mon père a demandé aux moines s'ils avaient vu ce qu'il avait vu. Ils lui ont répondu oui et ont expliqué qu'ils pensaient que le faire courir seul aurait pu détourner la créature. Mais ils ont ajouté que dès qu'il s'était mis à courir, la chose l'avait poursuivi jusqu'à la sortie de la forêt. Il y a environ 1 an, j'ai vécu ma première expérience de paralysie du sommeil qui a eu des répercussions inattendues sur ma vie quotidienne. J'ai toujours été un rêveur très vif, souvent lucide, et les rêves sont généralement quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce soir-là, j'étais resté éveillé tard à jouer à un jeu vidéo pendant des heures, ce qui m'a laissé dans un état de surstimulation et d'épuisement mental. Je suis probablement allé me coucher vers 2 ou 3 heures du matin, ce qui est exceptionnellement tard pour moi.
Aux premières heures du matin, j'ai ouvert les yeux, mais j'étais incapable de bouger mon corps. Je me sentais pleinement éveillée et je voyais ma chambre comme d'habitude, mais je ne pouvais pas activer le moindre muscle. Heureusement, j'avais lu sur la paralysie du sommeil auparavant, donc j'ai réussi à rester calme malgré cette situation troublante. J'ai essayé de réveiller ma petite amie qui dormait à côté de moi, mais tout ce que j'ai réussi à faire, ce sont quelques murmures incompréhensibles, et elle a continué à dormir. La seule chose que je pouvais faire était de fermer les yeux et d'essayer de me rendormir, ce qui s'est produit peu de temps après. Un peu plus tard, alors que je dormais encore, j'ai entendu des gémissements, puis une voix masculine et une voix féminine se disputant. Les sons étaient étouffés et semblaient provenir de l'appartement voisin. Les gémissements se sont intensifiés jusqu'à un point où j'ai commencé à me réveiller, et j'ai ouvert les yeux, cette fois sans aucun signe de paralysie du sommeil. Alors que je me redressais dans mon lit, j'ai entendu la voix masculine dire clairement « Le chien est mort ». Après ça, il y a eu un silence total, plus de gémissements, plus de voix. J'ai parlé de cette expérience à ma petite amie et nous avons conclu que la longue session de jeux vidéo avait probablement provoqué un sommeil nerveux et que j'avais probablement rêvé ces voix. Cependant, cette dernière phrase, « le chien est mort », résonnait encore si clairement dans ma tête que je continuais à me demander si c'était réel ou non. Je savais que mon voisin et sa femme avaient un chien et les voix auraient pu théoriquement être les leurs. J'ai décidé de leur en parler, tout en me préparant à une interaction gênante, soit en passant pour un illuminé, soit en les bouleversant si leur chien était réellement mort. Finalement, leur chien allait bien, et ils m'ont simplement remercié pour mon inquiétude. À ce moment-là, j'ai pensé que l'histoire était terminée et que tout s'était passé dans ma tête, mais 4 à 6 semaines plus tard, mon voisin m'a arrêté dans l'escalier pour me dire que leur chien était effectivement décédé quelques jours auparavant. J'ai été choquée et me suis sentie un peu coupable au début, comme si j'avais involontairement prédit ou provoqué sa mort. Finalement, je pense que c'était une simple coïncidence. Je les voyais régulièrement promener leur chien et ils m'avaient toujours semblé fragiles et vieux. Peut-être que mon subconscient avait intégré cette information et l'avait transformée en cette expérience troublante. Depuis cet événement, j'ai vécu un autre épisode de paralysie du sommeil, mais cette fois sans aucune manifestation paranormale. J'avais 21 ans, j'étais un jeune homme originaire d'Assam en Inde. Je dormais chez un ami, dans son appartement. Nous étions des étudiants fauchés, donc l'appartement était vide, pas de rideau, rien. La fenêtre du salon donnait sur la rue, et la nuit, la lumière du réverbère filtrait doucement, éclairant la pièce sans la plonger dans l'obscurité totale, un peu comme une nuit de pleine lune, mais peut-être un peu plus lumineux. Le plan de la pièce est important, alors imaginez ceci. En entrant, il y a un mur droit devant, avec une fenêtre au milieu. J'avais posé mon matelas dans le coin à droite de cette fenêtre, la tête tournée vers elle. Si je tournais la tête à gauche, je regardais le coin opposé du même mur. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Mes amis et moi étions à Mumbai. Il était 2 heures du matin et nous ne trouvions pas d'hôtel. Alors nous avons décidé de dormir à l'aéroport. Nous avons étalé nos draps sur le sol, mais pas les uns à côté des autres, plutôt les uns derrière les autres en ligne. Alors que nous essayons de nous endormir, une vieille dame est apparue avec un balai. Elle commença à balayer, et chaque fois qu'elle arrivait près de l'un de nous, nous déplacions légèrement notre drap, la laissions balayer en dessous, puis le remettions en place. Quand elle est arrivée vers moi, j'ai fait de même, puis elle m'a regardé et a demandé « Tu veux une couverture ?» J'ai répondu « Non merci ». Elle a insisté « Tu veux une couverture ?» J'ai répété « Non ça va ». 3e fois, même phrase, même ton. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était un enregistrement. Je réponds non une dernière fois, mais quand elle me demande encore, je perds patience et réplique sèchement. Mais combien de fois devrais-je dire non? Et elle m'a attaqué. Elle s'est agrippée à moi, mais à l'envers. Ses bras autour de ma taille, ses jambes autour de mon cou. C'est là que je me suis réveillée, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai pensé que c'était une paralysie du sommeil, puis j'ai réalisé que je pouvais bouger mes jambes et certaines parties de mon corps. J'ai essayé de baisser la tête, mais c'était très difficile, et je l'ai vue, elle était toujours accrochée à moi. C'est pour ça que je ne pouvais pas regarder mon torse. J'ai tenté de bouger mes bras pour attraper ses jambes, mais elle était trop forte. Je me suis rappelé une scène de Batman, où l'un des personnages dit « À quoi servent toutes ces pompes, si tu ne peux pas soulever une poutre ?»
À l'époque, j'étais fan de musculation. Je m'entraînais beaucoup, avec un régime riche en protéines. Mon ego a pris un coup en réalisant que cette vieille dame frêle était plus forte que moi. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai réussi à la repousser. Mais elle ne s'est pas simplement détachée, elle s'est dématérialisée. Ses mains ont lâché, puis elle a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Je regarde autour de moi, rien. Je regarde l'heure, presque 4 heures du matin. Encore secouée, je tends la main pour attraper ma bouteille d'eau, située à gauche, et alors que je tourne la tête, je vois quelque chose dans le coin à gauche de la fenêtre, celui que je fixais en dormant. C'était une créature proche de la bouteille d'eau. Elle avait le visage de la vieille dame, mais son corps était étrange, comme celui d'un crapaud, avec des mains et des pieds humains. Elle était de la taille d'un chien moyen. Mon sang s'est glacé. Mais avoir réussi à la repousser, malgré sa force écrasante, m'a donné une infime victoire. Cette victoire, aussi petite soit-elle, m'a donné le courage de ne pas fuir. Quand elle a vu que je ne fuyais pas, elle a couru vers le coin gauche et s'est volatilisée comme si ce coin était un portail. J'ai allumé la lumière, rien. À l'aube, j'ai appelé ma mère. Elle m'a parlé d'une créature mythique dans la culture assamaise, appelée le Baal Chukwa. Baal signifie force, Chukwa signifie celui qui teste. Cela signifie donc celui qui teste ta force. Il vient te mettre à l'épreuve quand tu dors. Si tu perds, il reviendra régulièrement. Si tu gagnes, il te laissera tranquille. Mais le jour où tu perdras ta force ou le jour où tu mourras, il reviendra. Donc il marque ses victimes à vie. Ma mère et ma tante m'ont suggéré des rituels, mais je n'ai jamais eu le temps de les faire. Pour l'instant, comme j'ai réussi à le repousser, je pense avoir un peu de répit. Depuis, j'ai eu 2 autres épisodes de paralysie du sommeil. À chaque fois, j'ai fixé le coin le plus sombre de la pièce, attendant, mais il n'est jamais revenu. J'ai l'impression qu'un jour, je le reverrai. Cette expérience m'est arrivée il y a 2 ans, alors pardonnez-moi si mon explication n'est pas parfaite. J'ai vécu pas mal de choses étranges dans ma vie, mais cet événement m'a marqué depuis. À l'époque, je vivais dans une résidence universitaire privée, avec 5 autres colocataires. Chacun avait des horaires différents, donc il n'était pas rare que l'appartement soit vide à certains moments de la journée. Cela peut sembler inutile à préciser, mais ça va prendre tout son sens rapidement. Ce soir-là, il s'agissait d'une occasion rare où je savais que tous mes colocataires étaient restés dans l'appartement pour la nuit. Je suis allé me coucher vers 23h, mais j'ai fini par fixer mon téléphone pendant 1 heure avant de le poser à 1h du matin. La lumière du couloir juste devant ma porte était allumée et s'activait grâce à un capteur de mouvement. Je pouvais entendre un colocataire parler très fort sur FaceTime. Les portes de l'appartement étaient mal conçues, ce qui fait que la lumière du couloir filtrait sous ma porte. Puis les lumières se sont éteintes et j'ai essayé de m'endormir. Je me suis réveillée soudainement en pleine nuit, sans savoir l'heure exacte. Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti quelque chose d'anormal. J'étais perdue, mais dans un coin de mon esprit, j'entendais une seule pensée. « Cache-toi ». Cela n'avait aucun sens, mais avant que je ne comprenne, j'ai entendu la porte principale de l'appartement claquer violemment. J'ai d'abord pensé qu'un colocataire venait de partir ou de rentrer, mais alors j'ai remarqué que la lumière du couloir ne s'était pas allumée. C'était impossible, puisqu'elle s'activait automatiquement au moindre mouvement. Puis j'ai entendu un seul pas. Un frisson glacé m'a parcouru. J'ai commencé à transpirer abondamment. Mon corps entier était en alerte, mais je ne comprenais pas pourquoi. Les pas étaient lourds, lents, mais la lumière du couloir ne s'était toujours pas activée. À ce moment-là, mon instinct hurlait que je devais me cacher. Enfin, les lumières du couloir se sont allumées. J'ai distingué une grande silhouette debout juste devant ma porte. Mon sang s'est glacé et j'ai jeté le drap sur ma tête au même instant où ma porte s'est ouverte. Des pas lents se sont approchés de mon lit. J'ai retenu mon souffle, essayant de rester aussi calme que possible. J'ai alors entendu une respiration juste au-dessus de moi, comme si quelqu'un regardait à travers les draps. J'étais prêt. Dans mon esprit, je me disais, si les draps sont arrachés, je frappe direct. Mais la respiration s'est arrêtée et la présence a disparu. Je suis resté figé, puis j'ai lentement retiré le drap. La lumière du couloir était allumée, mais il n'y avait aucun bruit, comme si rien ne s'était jamais passé. Mon corps était trempé de sueur. Pour le reste de la nuit, je n'ai fait que fixer la porte en silence. J'ai regardé mon téléphone, il était 4 heures du matin. Je n'avais aucune idée de la durée exacte de cet événement terrifiant. Cette expérience me hante depuis plusieurs années.
Ça s'est passé en 2023. Je me souviens que j'avais du mal à trouver le sommeil, et pendant que ma famille dormait, j'ai décidé de sortir marcher. Il devait être environ 2h45 du matin quand j'ai quitté la maison pour aller au parc qui se trouve juste en face, de l'autre côté de la rue. J'aime bien me promener tard la nuit et je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement effrayer, alors ça ne me pose aucun problème, même si je suis seul dans les bois. Au bout d'une vingtaine de minutes de marche, sans croiser personne, j'entends un bruit fort. On aurait dit qu'on traînait une plaque de métal avec quelque chose de lourd dessus. Il faisait vraiment très sombre, donc je ne voyais pas grand-chose, mais je remarquais que le bruit venait de la direction vers laquelle je marchais. Je continuais mon chemin vers le son, et là, j'ai aperçu 2 hommes qui marchaient évidemment dans ma direction, car il n'y avait qu'un seul sentier. À ce moment-là, mon cœur se mit à battre à toute vitesse, pour des raisons évidentes. Ils étaient à environ 45 mètres de moi, quand je réalisais que le bruit venait en fait d'une brouette qu'ils traînaient. Je continuais à marcher, eux aussi. Mon esprit se mit alors à envisager toutes sortes de scénarios. Et si ces 2 hommes commençaient à me poursuivre, est-ce que je devrais courir? Mais s'ils sortaient une arme, j'étais terrifié comme jamais, sans trop savoir pourquoi. À ce stade, il n'y avait plus d'échappatoire possible. Impossible de fuir ou de me cacher, car il n'était plus qu'à une dizaine de mètres, et je savais qu'ils m'avaient vu. Je continuais à avancer, eux aussi. Je décidai alors de quitter le sentier et de marcher sur l'herbe pour leur laisser de l'espace, mais aussi parce que j'étais effrayé par ce qui pouvait arriver. Ils portaient des vêtements anciens, comme ceux des années 50 ou 60, et pas n'importe lesquels, plutôt des habits de travailleurs agricoles. L'un d'eux portait même un chapeau de paille. Mais le pire, ce qui me donne encore des frissons en y repensant, le plus bizarre, c'est qu'ils faisaient juste leur truc, sans dire un mot, sans se soucier de ma présence à 60 cm d'eux à 3 heures du matin, sans personne autour. Et maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de l'obscurité, mais quand j'ai essayé de les regarder dans les yeux, tout ce que j'ai vu était blanc. Il n'y avait pas de pupille sur aucun des 2 hommes. Ce n'est pas la première fois que je vois des choses bizarres, mais ça m'a définitivement marqué. Je me souviens, quand on s'est croisés, tout était presque au ralenti. Mais encore une fois, ils ne se souciaient même pas de ma présence. Ils ont continué à marcher. Je me souviens avoir regardé en arrière toutes les 2 secondes pendant qu'ils continuaient à marcher, toujours avec le bruit de la brouette qu'on pouvait entendre à 600 mètres de distance. Mais ensuite, ce bruit de brouette s'est soudainement arrêté, peut-être 45 secondes après qu'on se soit croisés. C'était des choses vraiment étranges, c'était presque comme si elles avaient disparu. Je me souviens que je suis resté un peu plus longtemps, attendant de voir ou d'entendre quelque chose, mais je n'ai rien entendu. J'en ai parlé à ma fiancée le lendemain, et elle a un peu paniqué. Nous avons ensuite fait des recherches sur ce parc et cet endroit. Et apparemment, je l'ignorais, ce parc portait le nom d'un propriétaire d'esclaves, et tout ça m'a fait me demander ce que j'avais bien pu trouver. Quand j'avais environ 26 ans et ma fille 3 ans, nous vivions seuls dans un duplex ou une maison mitoyenne, peu importe comment on l'appelle. C'était une grande maison de 3 chambres. Je suis malentendante et je porte des appareils auditifs, alors j'avais une caméra vidéo dans la chambre de ma fille. Je pouvais l'entendre et la voir pendant qu'elle jouait. Comme c'est mon unique enfant, elle passait beaucoup de temps dans sa chambre à jouer pendant que je faisais le ménage ou regardais la télévision en bas. Elle avait cette jolie petite table avec 4 chaises, un ensemble Disney Princesse. Elle adorait jouer avec ses poupées et son service à thé. Elle parlait toujours et entretenait de longues conversations avec elle. Je ne m'en suis jamais inquiétée. Elle le faisait tous les jours. Je me disais juste qu'elle avait une grande imagination. Elle était très intelligente pour son âge et avait un vocabulaire avancé. Elle parlait tout le temps d'une petite fille nommée Ashley lorsqu'elle jouait seule. Encore une fois, je n'y ai pas prêté attention. En bas, il y avait une cheminée qui n'était plus utilisée. À 3 ans, ma fille ne savait pratiquement pas écrire son propre prénom.
Un jour, en nettoyant la cheminée, et je ne plaisante pas, j'ai découvert écrit en crayon rouge « Ashley ». À ce moment-là, quelque chose ne tournait pas rond. Ma fille parlait sans cesse à son amie imaginaire Ashley, et maintenant je découvre son nom sous la cheminée. J'ai alors commencé à lui poser des questions sur son amie. Un enfant de 3 ans ne devrait pas être capable de décrire en détail son amie imaginaire, mais elle l'a fait. Elle m'a dit qu'Ashley a 6 ou 7 ans, qu'elle a de longs cheveux noirs et qu'il lui manque son visage. D'accord, là ça devient vraiment bizarre. Je lui demande de la dessiner pour maman. Elle me dessine une petite fille et un feu. Le feu explique son visage. Là je commence à paniquer. Puis des choses commencent à arriver dans la maison. Des objets disparaissent et se retrouvent dans des endroits improbables. Je ressens des zones de froid près de l'étage et dans le sous-sol. Un soir, nous regardions la télévision en bas. Ma fille s'était endormie sur moi. J'étais moi aussi à moitié endormie et je me suis retrouvée complètement paralysée. Je ne pouvais pas bouger et je vois cette petite fille, celle dont ma fille me parle depuis des mois. Robe rouge, cheveux noirs et son visage est littéralement brûlé. Je suis figé de terreur. Ma fille dort profondément sur ma poitrine. Je prends tout mon courage et je lui dis « Tu n'as pas ta place ici, va vers la lumière ». Après avoir prononcé ces mots, ma fille n'a plus jamais reparlé d'Ashley. C'est l'une des expériences les plus réalistes que j'ai jamais vécues. Ma fille a 16 ans aujourd'hui et elle se souvient encore de son amie. Je dois aussi préciser que j'en ai parlé au propriétaire quelques semaines après. Il s'est figé quand je lui ai demandé s'il y avait eu un incendie. Il m'a confirmé. Oui, il y a bien eu un feu dans le sous-sol. Une petite fille était piégée. Elle n'a pas pu s'échapper parce que la porte était bloquée.